Et voilà, c'est parti Tristan. Guatemala, c'est à toi. Il faut que j'enlève mon petit... Hop, j'ai compris ici. Très bien, on va revenir. Alors, évidemment, je vais recommencer. On va se remettre au début. Ah bah là, Alors attends, tu as coupé ton micro Tristan du coup. Et voilà, c'est bon. Bon, on peut commencer. Ouais. Merci à tous d'être présents. Merci Martin pour l'introduction, à Together pour la possibilité de faire ce webinaire. Donc, petit appel ce matin d'Antigua au Guatemala. On va donc vous présenter le Guatemala, pays du cœur du monde maya. On va également avoir l'occasion d'échanger un petit peu sur les destinations voisines pour les combiner, notamment le Belize, le Mexique et d'autres destinations d'Amérique centrale. On aura l'occasion d'échanger avec un petit moment de questions-réponses à la fin, mais si vraiment vous voyez quelque chose qui vous interpelle dans la présentation, n'hésitez pas à mettre un petit message sur le chat. Martin se chargera de le relayer ou j'aurai peut-être accès également. Allez, c'est parti pour le Guatemala. Donc, petite intro pour commencer, Terra Group, que vous connaissez déjà certainement. Donc, Terra Guatemala fait partie du réseau Terra Group, qui est constitué de 17, peut-être même aujourd'hui 18 agences. Terra Group a commencé en 98 en Bolivie. C'est une bande de copains qui a développé un réseau de réceptifs sur l'Amérique latine et qui a commencé à sortir d'Amérique latine en 2012, si ma mémoire est bonne, avec l'Afrique du Sud, et qui a aujourd'hui des bases également au Portugal, Balkans, Australie. Et je vous invite à aller voir ce que font les copains également, parce qu'ils font du très bon boulot. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le Guatemala et peut-être un petit peu l'Amérique centrale par extension. Donc, notre agence, qui nous sommes, donc Terra Guatemala, c'est une petite agence, une agence de taille familiale qui a été fondée il y a 4 ans. Donc, c'est moi, Tristan et Fernanda qui avons ouvert l'agence, ma compagne, il y a 4 ans. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de 4 personnes. Nous avons Mathilde et Estelle qui sont avec nous en tant que conceptrices voyage, qui sont en relation avec les agences, avec les voyageurs sur le terrain. Fernanda, qui est plus spécialisée dans les opérations, la préparation des résas, le suivi des clients également. Et moi-même, qui fais un petit peu de tout, dont cette présentation avec vous aujourd'hui. Notre expertise, avec la jolie photo du volcan Acatenango derrière, du volcan Fuego avec plus de précision, on y reviendra après. Expert local, donc un savoir-faire méticuleux. Ce que j'ai surtout envie de mettre en avant, c'est expert local avec passion. Le message, c'est qu'on est sur place, on aime ce qu'on fait, on connaît les prestats, on est tous les week-ends sur le terrain. Si ce n'est pas en semaine de temps en temps, on est encore la semaine dernière au lac Atitlan. Voilà, on aime fouiller, on aime dégoter des nouvelles activités, on aime tester des choses. Et notre métier avant tout, c'est d'être un expert local. Ambassadeur de votre marque, puisque sur place, nous sommes votre partenaire. Ça veut dire qu'on porte votre maillot, on se mouille pour vous, on peut personnaliser des choses, on peut développer des activités spécifiques pour votre clientèle. La base, c'est de travailler des circuits personnalisés selon vos besoins. Et on peut derrière préparer des petites surprises pour les clients, des mots d'arrivée, des petites attentions. Et nous sommes vos représentants au Guatemala sur le terrain. Et enfin, un interlocuteur unique pour les combiner, mais un même niveau d'expertise. Donc ça, c'est un gros avantage, notamment sur la destination Guatemala qui se combine très bien. On va avoir la possibilité de faire des voyages combinés sur plusieurs pays. Alors avant tout avec le Mexique, qui est notre grand pays voisin et avec lequel nous partageons la thématique du monde maya, qui est une destination que je connais bien, puisque je me suis à peine présenté, mais j'étais le gérant de Terra Maya au Mexique de 2012 à 2017. Et donc, on travaille avec l'agence Terra Maya pour les combiner. L'avantage, c'est que vous avez un seul interlocuteur, une seule fiche circuit, un seul prix, un seul règlement, mais vous bénéficiez
d'experts destination sur chaque terrain et de relais locaux sur chaque terrain. De même avec nos collègues du Costa Rica et d'Amérique centrale en général, le Nicaragua évidemment, bien sûr. Pour ce qui est des combinés Guatemala-Belize, qui sont très demandés, et éventuellement avec le Salvador et le Honduras, qui sont un peu moins communs, mais également intéressants, on en parlera plus tard, c'est nous qui gérons ces destinations en direct. Donc là, évidemment, un seul interlocuteur également. Petite page d'infos techniques sur le pays, avec cette jolie carte qui illustre un petit peu ce que je disais. Donc ici, on voit le Guatemala, qui est un petit pays, on va dire. Je le mets entre guillemets parce que c'est un petit pays à l'échelle de l'Amérique latine, à l'échelle de la France. C'est un 5e de la France, presque un 20e du Mexique. Donc si on compare, effectivement, là, ça fait beaucoup. Mais je le mets entre guillemets parce que c'est un grand pays d'Amérique centrale. Et ici, l'identité, on va s'identifier à l'Amérique centrale. Donc c'est un petit d'Amérique latine et un géant d'Amérique centrale, au niveau de l'économie, au niveau de la taille et de la population également, dont la capitale est évidemment Guatemala City, dans le centre du pays. C'est un pays qui est en paix depuis 1996, je le dis, puisque le pays a connu un long conflit, ce qu'on appelle le conflit armé guatémaltèque, qui s'est terminé en 1996, très tardivement. Le pays n'avait jamais été fermé auparavant, mais c'est vraiment à partir de là que va pouvoir se développer un tourisme plus facile d'accès, plus facile à organiser, et que l'activité touristique va vraiment se développer à partir de ce moment-là. La monnaie est le quetzal, qui est donc le nom d'un oiseau, qui est l'emblème du Guatemala. C'est l'oiseau qui apparaît sur le drapeau, c'est le nom de la monnaie, c'est le nom de la deuxième ville du pays, Quetzaltenango. Et c'est donc l'oiseau emblématique. Pour la petite histoire, c'est un oiseau qui est symbole de liberté, puisque un oiseau qui ne peut pas être éduqué en captivité. S'il est en captivité, il se laisse mourir, donc symbole de liberté, donc symbole du Guatemala. Donc 1 euro pour 9 quetzals, c'est une monnaie très stable qui est presque axée sur le dollar. Le pays est au cœur du monde maya, c'est ce qu'on voit en vert ici sur la carte, pour vous donner une vision un petit peu plus large du Guatemala. Donc on voit évidemment le Guatemala et le Belize qui sont au centre, le sud du Mexique, toute la péninsule du Yucatan, le Chiapas, et le nord du Honduras et du Salvador, un peu moins connus, qui sont ce qu'on appelle le monde maya. Donc on va y retrouver des populations, des traditions, des temples mayas, on y reviendra après. Et donc le cœur du monde maya, ça se traduit par quoi? Par un pays multiculturel. Au Guatemala, il y a 22 langues mayas qui sont officiellement reconnues et qui sont parlées au quotidien. Dès qu'on va aller dans l'arrière-pays, on va parfois être confronté à des populations qui vont parler avec des gens, échanger, pour qui l'espagnol est la deuxième langue et parfois qui le maîtrisent assez peu. Le langue maya reste très développé au Guatemala. Il y a 25 langues en tout, il y a l'espagnol, le garifuna et le xinca également, mais ici, 22 mayas. Et enfin, au niveau des pays frontaliers, ce qui va nous intéresser pour les combinés, 2 pays au côté nord plutôt, donc le Mexique et le Belize bien évidemment, et au sud, comme nous l'avons évoqué, le Salvador et le Honduras. Côté info pratique, on va évoquer au Guatemala, on va faire un peu Guatemala-Belize, je vais faire exprès de mélanger un petit peu les deux, parce que le Belize est régulièrement demandé et attire beaucoup la curiosité des voyageurs également. On va distinguer 4 zones d'intérêt touristique, 4 zones principales, parce qu'il y a des choses à faire et à développer en dehors de ces 4 zones-là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, pour ne faire que 30-40 minutes, on va se concentrer sur 4 zones d'intérêt touristique. Antigua, la ville d'où je vous appelle aujourd'hui, donc l'ancienne capitale du Guatemala, même l'ancienne capitale d'Amérique centrale, le Lacatitlan, le Petén, cette grande région, ce qu'on appelle les basses terres du Petén, qui est une grande réserve naturelle où il y a tous les grands temples mayas, la jungle, et ce qu'on va dire Belize et Caraïbes. Il y a une petite enclave Caraïbe au Guatemala et il y a toute la côte Caraïbe du Belize. On en parlera en mélangeant un petit peu les deux pour parler de ces thématiques par la suite. Au niveau saison, on peut voyager toute l'année au Guatemala. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la saison sèche et la saison humide, ou la saison des pluies. Donc, la meilleure saison pour voyager au Guatemala, clairement, c'est la saison sèche de novembre à avril. Pendant ces 6 mois, si je compte bien, on a vraiment un temps qui est incroyable. Le surnom du Guatemala, un des surnoms du pays Guatemala, c'est le pays de l'éternel printemps,
La saison sèche l'illustre bien. Quand on est à Antigua, il fait toujours autour de 25 degrés, un joli soleil quasiment toute cette saison-là. De mai à octobre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir voyager, bien au contraire. Là, j'ai un magnifique ciel bleu et j'étais en reco la semaine dernière au lac Atitlan, je suis revenu avec un coup de soleil, je ne sais pas si tu vois d'ailleurs. Mais, donc, on va avoir plus d'averses en fin de journée, parfois de la pluie la nuit. Il peut y avoir des journées où le temps va être un petit peu plus gris, un petit peu plus bouché, entre guillemets. Mais grosso modo, ça reste une belle période pour voyager, notamment le mois de juillet où il y a traditionnellement une accalmie au niveau de la saison des pluies. Il fait un petit peu plus chaud. Quitte à éviter, c'est vraiment le mois de septembre qui est à éviter pour voyager au Guatemala. Et encore, on trouve de très belles choses à faire. On organise quand même de beaux voyages. Au niveau des transports, c'est une logistique particulière. C'est notre spécialité. On s'est vraiment spécialisé sur le transport privé, avec chauffeur et avec petites attentions. Il y a la possibilité de prendre des navettes collectives, ce qu'on appelle des shuttles, ce qui va nous permettre parfois d'économiser sur certaines journées une part importante du budget, ou d'offrir des voyages plus style backpack parfois. Mais on ne propose pas de voyage en autotour, en voiture de location, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des raisons logistiques, parce qu'il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup d'endroits où on va rentrer dans un endroit en bateau, en ressortir par l'autre. Je pense à Rio Dulce, à des excursions, etc. L'état des routes également fait qu'il peut être compliqué de voyager au Guatemala. Il ne faut pas suivre un GPS, il faut vraiment connaître les bonnes routes à prendre. Parfois, la plus courte sur la carte n'est pas la meilleure. Donc, c'est important d'avoir un chauffeur qui connaisse bien tout cela. Et pour des raisons également de sécurité, puisque dans certaines régions, il va être déconseillé, fortement déconseillé de rouler de nuit. Donc, on va s'assurer que le voyage soit fait en toute sécurité. J'y reviendrai également par la suite. Pour des voyageurs qui ont envie de formule un peu plus liberté, il va y avoir une formule semi-liberté qui va être appréciée. On va pouvoir proposer des transports d'un point A à un point B, d'Antigua au lac Atitlan par exemple, en restant 3-4 jours sur place sans avoir besoin d'un chauffeur pour faire des visites en bateau, des journées libres, des visites avec des guides. On peut vraiment s'organiser comme ça sur plusieurs points cardinaux. Au niveau des budgets, donc là, je pense plutôt à ce qui est en transport privé, ce qui est notre spécialité. Base 2, on va être sur une moyenne de 150 à 200 $ par personne par jour. Base 4, ça va représenter 100 à 150 $. C'est évidemment une fourchette, c'est évidemment assez large, mais notre spécialité étant le sur-mesure, on va vraiment pouvoir s'adapter selon le budget des voyageurs, selon leurs envies, en sachant qu'on va pouvoir descendre un petit peu en dessous des 100 $ par jour en version économique, donc avec des services collectifs, des shuttles, etc. Mais c'est une bonne moyenne de compter 150 à 200 $ par jour, base 2, pour un voyage en transport privé, avec des guides francophones, etc. Au niveau des conditions d'entrée dans le pays, pas de difficulté majeure, c'est très facile, il n'y a pas besoin de visa, on tamponne automatiquement le visa à l'arrivée dans le pays. Au niveau Covid, un petit point sur les conditions sanitaires, les voyageurs vaccinés n'ont aucune démarche particulière à faire. Les voyageurs non vaccinés doivent passer un test antigénique ou PCR, même l'antigénique est plus facile, je crois, de moins de 72 heures avant le voyage. Et il y a des grandes facilités pour les combiner, notamment avec les voisins du Sud, puisqu'on partage le même visa, le C4, si je ne me trompe pas, donc avec Salvador, Honduras, il n'y a aucune démarche, c'est le même visa on ne retombe même pas le passeport. Et avec le Mexique, ça se passe également facilement. Idem pour le Belize. On va avancer un petit peu sur les grands atouts de la destination et les grandes thématiques. Bon, je l'ai répété plusieurs fois, cœur du monde maya, le monde maya, les mayas, tout ça, ça se traduit comment? Ça se traduit par deux axes importants qui sont ce qu'on appelle un petit peu les mayas d'hier et les mayas d'aujourd'hui, avec cette belle photo de portrait pour illustrer que la culture maya, au Guatemala notamment, c'est une culture bien vivante. Ce n'est pas que des temples, c'est une culture vivante avec 22 langues mayas qui sont parlées, avec des rencontres, des traditions, notamment sur ce qui est textile, cosmovision, des chamans. Donc, on va pouvoir vraiment développer ce côté rencontre et authentique.
Et bien évidemment, les Mayas d'hier, avec toute cette culture richissime, ancestrale, avec des dizaines, je ne pense pas m'avancer si je dis des centaines, mais on va déjà en visiter une dizaine, ça suffira, de sites archéologiques, dont l'emblématique site de Tikal que vous voyez là en photo et qui est situé dans la jungle du Péten. Au niveau des sites mayas, on peut vraiment s'éclater ici. Il y en a à toutes les sauces. Donc, on ne va pas forcément en additionner 10, 15, 20 dans un voyage. De toute façon, je dis souvent que c'est aussi un bon prétexte pour se balader, pour faire une découverte de nature, pour voir des animaux, pour échanger avec un guide. Mais on va quand même pouvoir en faire avec différentes personnalités, entre guillemets, des sites hors sentiers battus, des sites qu'on va accéder à pied, en pirogue, des visites qu'on va pouvoir faire au lever du soleil ou au coucher du soleil. Je pense à Tikal notamment, dormir dans la jungle la veille. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec quelques immanquables et plein de possibilités de personnaliser selon l'intérêt et la personnalité des voyageurs. Donc, le côté authenticité, rencontre, va être vraiment au cœur de tout ce qu'on a envie de mettre en avant dans le Guatemala. C'est ça qui est fort au Guatemala, c'est les marchés, les gens qui sont extrêmement accueillants. Et donc là, on va pouvoir aller vraiment briser la glace un petit peu en allant à la rencontre des locaux. On peut dormir chez eux, faire des repas chez l'habitant, bien évidemment, des ateliers cuisine. On a plein de petits trucs et astuces pour briser la glace et pour créer ces rencontres en famille. C'est génial dès qu'il y a des enfants. C'est vraiment la base d'un voyage au Guatemala, je trouve. C'est le côté authenticité et rencontre, plus encore que le reste qu'on va évoquer par la suite. L'aventure et l'aventure pour tous. Le Guatemala est une terre d'aventure, c'est une terre de trek et de rando. Il y en a aussi pour tous les goûts. Ici, la photo du volcan Acatenango à gauche, le volcan Fuego vu depuis le volcan Acatenango. C'est un volcan qui est en éruption permanente, en activité permanente, qui explose toutes les 15 à 20 minutes. Et on va pouvoir faire un trek pour aller sur un volcan voisin, le volcan Acatenango, pour voir ces éruptions massives de nuit. On est garanti vraiment 95-99% de voir de la lave. Je n'ai jamais de voyageurs qui sont revenus sans en voir. Et pour peu qu'on ait un temps dégagé toute la nuit, c'est vraiment un spectacle extraordinaire. Ici, il s'agit d'une aventure poussée avec un trek où on dort à 3700 mètres d'altitude, de difficulté, on va dire 4 sur 5. À l'opposé, on voit ici en bas à droite une photo de volcan également, avec ma petite d'ailleurs sur le cheval à droite, et d'autres enfants avec qui on avait fait un tour. Il y a de l'aventure pour la famille, il y a de l'aventure pour tous. Là, c'est le volcan Pacaya qui est beaucoup plus facile d'accès. Et de la même façon, il n'y a pas que les volcans, mais on va faire des activités avec des tours en bateau, de la baignade dans des eaux cristallines, des petites randos adaptées. Voilà, c'est un pays d'aventure et il y a de l'aventure pour tous. Il n'y a pas forcément besoin d'un haut niveau physique. On va adapter en fonction des activités. Et pour la petite histoire, la photo là, à gauche de là, c'est un voyageur qui nous l'a envoyée, prise avec son téléphone au mois de novembre dernier, je crois. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. La nature, évidemment, un des axes majeurs du Guatemala. Alors ici, on voit les cascades de Semuchampey qui sont dans le centre du pays. Un voyageur qui est en train d'observer les oiseaux depuis un centre scientifique dans le Péten également. Le Péten, c'est le poumon vert du pays, c'est une des plus grandes réserves de forêt au monde, la 3e si je ne dis pas de bêtises. Et donc on va pouvoir observer des oiseaux, le quetzal, mais d'autres oiseaux tropicaux, le bélize également, et un paradis pour les amateurs d'ornithologie. Et il va y avoir beaucoup de cascades, de tours en bateau, de traversées de canyons, je pense à Rio Livingstone, de tours en pirogue. Donc voilà, ça va être aussi un des axes qu'on va beaucoup développer avec des expériences d'immersion nature, des bungalows, des cabanas dans la jungle, se faire réveiller au son des singes hurleurs. C'est vraiment des trucs qu'on aime bien également proposer à nos voyageurs. Et enfin, la sécurité. Alors, je l'ai mis dans les atouts, effectivement, pour contrecarrer un petit peu les idées reçues. Et puis parce qu'au départ, il est vrai, le Guatemala n'a pas une bonne réputation en termes de sécurité. Et c'est important de ne pas l'éluder, au contraire, d'y prêter une attention particulière. Donc, la capitale de Guatemala City est une capitale qui est réputée peu sûre. Et il y a effectivement des zones dans lesquelles il va être peu recommandé d'y aller. C'est également une capitale qui n'a aucun intérêt, ou presque aucun intérêt touristique. Et on va tout de suite se centrer sur Antigua, qui se trouve à 45 minutes, 1 heure de la capitale, et qui est une petite ville tranquille, où on réside, où il y a plein d'activités à faire, des restos, des terrasses, où on peut marcher le soir, etc.
tranquillement. Donc, tout ça pour dire que Guatemala City, on évite, il y a peu d'intérêt, et la ville est réputée peu sûre. Et la sécurité a vraiment été, dès le départ, l'axe de développement et l'axe qu'on souhaitait donner, la tranquillité qu'on souhaitait offrir à nos voyageurs. Donc, le fait d'être en transport privé, de connaître extrêmement bien tout ce qu'on offre, de connaître les routes, d'avoir un système où nos chauffeurs sont en contact permanent avec nous et avec un responsable qui les trace un petit peu, va vraiment donner aux voyageurs une tranquillité d'esprit. Et la sécurité n'est pas une problématique quand on voyage au Guatemala. Le problème de sécurité au Guatemala, c'est de mal organiser un voyage, de chercher à doubler une étape, de se retrouver à rouler de nuit dans une zone non recommandée, de prendre une route qui n'est pas conseillée. Et notre rôle, justement, c'est d'éviter tout ça. Donc, on apporte la sécurité aux voyageurs et on en fait un atout pour les voyageurs qui souhaitent découvrir le Guatemala, mais qui se posent parfois des questions sur la sécurité. Voici pour les atouts. On va attaquer les régions en présentant les 4 axes que je vais vous montrer tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure. Le premier axe, c'est évidemment Antigua. Donc Antigua, c'est l'ancienne capitale du Guatemala et même d'Amérique centrale, qui remontait donc depuis le Chiapas mexicain jusqu'au Panama. C'est donc une ville coloniale qui est pleine d'histoire, de clochers, d'églises et de ruines. C'est une ville dans laquelle il fait hyper bon vivre. Je pense que les quelques personnes qui sont présentes, qui l'ont connu, je vois déjà 3-4 personnes qui connaissent Antigua ici, pourraient vous le confirmer. Qui se situe entre plusieurs volcans. Là, c'est le volcan des Agua, que vous voyez derrière sur la photo, qui est un volcan éteint, rassurez-vous. Et voilà, une ville dans laquelle il fait bon vivre, des petites maisons pastel, des rues pavées, des restos, des bars, des terrasses, et le point de départ de plein d'excursions autour. Donc, les voyageurs, ils passent souvent 2-3 nuits, si ce n'est plus. Et donc, pour la petite histoire, la ville est entourée de volcans, a connu plusieurs éruptions, tremblements de terre, et à la 2e ou 3e reconstruction, où ils repartaient presque de zéro, les colons espagnols ont décidé de la déplacer, la capitale, en créant Guatemala City. Et donc Antigua est restée une plus petite ville. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à Antigua? C'est des exemples. Alors, bien évidemment, il y a les city tours, le côté culturel qui est richissime. On pourrait passer 2-3 jours avec un guide à personnaliser les visites selon l'intérêt des voyageurs. Il y a extrêmement de richesse culturelle à visiter. On va proposer les excursions volcans. Je ne reviens pas dessus, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais Antigua est un des points névralgiques duquel on va pouvoir proposer le volcan Pacaya, très facile d'accès pour les enfants, j'irai à partir de 6-7 ans, 400 mètres de dénivelé, vraiment accessible à tous. Le volcan Acatenango, celui qu'on voit là en photo, et celui qui, avec les explosions de lave, qui là va être pour des voyageurs avec une bonne condition physique, qui ont plus l'habitude, et qui devient une des principales raisons de voyager au Guatemala aujourd'hui. On a pas mal de demandes de voyageurs qui ne nous demandent pas forcément Tikal, mais qui viennent pour le volcan Acatenango et d'organiser un voyage autour avec, pourquoi pas, des visites de sites archéologiques. On va avoir l'atelier cuisine qui est vraiment sympa. On va sur le marché d'Antigua avec le guide local, on découvre les fruits et légumes, on achète les ingrédients, on va cuisiner chez Joaquin. Et puis après, plein de petites visites de village, des rencontres. Le tour à Vespa, c'est des activités qu'on aime bien offrir, qui sortent un petit peu du quotidien aussi, où on se promène dans les villages autour d'Antigua pour voir des jolis points de vue, des places des églises et pour éventuellement manger chez l'habitant également. Au niveau des hébergements, Antigua, alors toute petite ville, mais capitale du tourisme, on va dire, au Guatemala, peut-être en Amérique centrale, donc énormément de choix d'hôtels et possibilités de personnaliser à l'infini, presque. Le style typique, ça va être celui-là, ça va être quand même colonial, puisqu'on est au cœur d'une ancienne capitale des colons espagnols. Voilà. Le style colonial avec des jolies structures, beaucoup de décorations avec des objets, des antiquités, etc. Donc là, c'est un de nos coups de cœur qui s'appelle Posada del Antel, qui est situé en plein centre d'Antigua, qui est un petit hôtel boutique qui doit avoir 6 ou 7 chambres. Des adresses comme ça, on en a plein. Et donc voilà, il y a vraiment possibilité de personnaliser dans ce style plutôt colonial à Antigua. La deuxième étape, le fameux lac Atitlan, à 2h30, 3 heures de route d'ici. Donc, lui aussi, niché entre 3 volcans, on reste là sur la chaîne volcanique du Guatemala, 1500 mètres d'altitude, comme Antigua, je ne l'avais pas cité. Et là, vraiment, on va aller plus dans l'arrière-pays déjà, et ça va être une étape
d'authenticité, de rencontres. Il y a une douzaine de villages qui sont situés au bord du lac, d'ethnies mayas différentes, qui parlent différents dialectes. Et certains de ces villages ne sont accessibles qu'en bateau ou en 4x4 très compliqué. Mais on va dire que tous les déplacements communs, que ce soit les locaux ou les voyageurs, les déplacements se font en bateau sur le lac. Donc on arrive à Panarachel, la ville principale, et de là on peut rayonner, faire des tours à la journée, et on va pouvoir proposer différents types d'activités. Ça va être axé beaucoup avec, il y a des très bons marchés. Alors le marché de Chichicastenango, j'ai mis là, c'est à 1h30 de route du lac en l'occurrence, mais c'est quand même représentatif de la région. Beaucoup de tissus, beaucoup d'artisanat. Il y a d'autres marchés authentiques, etc., qui se tiennent certains jours de la semaine. Donc là, quand on configure le voyage, on s'arrange toujours pour que les voyageurs aient au moins une belle découverte de marché. On va avoir des randonnées de différents niveaux. Pour ce qui est volcan, on va plus se concentrer sur Antigua en général. Au lac Atitlan, ça va être, on peut également en faire, mais on va favoriser en général des randonnées plus légères sur les sentiers le long du lac pour voir la vie locale, les paysans qui travaillent, etc. Il va avoir la possibilité de faire une séance, une rencontre avec un chaman maya. La cosmovision, la cosmologie maya est une thématique très importante dont on entendra parler à plusieurs reprises lors du voyage. En l'occurrence, cette dame sur la photo, c'est la maman d'un de nos guides qui est chaman, vraiment pour les populations locales, etc. et qui propose de rencontrer les voyageurs, de leur expliquer et de faire une séance qui peut être axée de différentes façons, mais en général une séance de purification. Et tous les villages mayas avec une multitude de tours culturels, de découvertes sur les artisans et de rencontres. Voici ce qu'on va proposer au rythme de l'eau, puisque tout se fait en bateau ou presque, sur le lac Atitlan. Au niveau des hébergements, il va y avoir vraiment toutes les gammes d'hébergements possibles également au lac Atitlan. À savoir que le Guatemala était peu développé niveau tourisme, mais vraiment sur les 4 axes qu'on va présenter aujourd'hui, le Guatemala s'est développé et offre une gamme ample d'hébergements de l'hôtel barato cheap pour des voyageurs plutôt backpackers jusqu'à des hôtels magnifiques comme celui-ci ou comme un relais château qui a le Casa Palopo au lac Atitlan justement. Ici, c'est un petit hôtel boutique pour vous montrer la vue incroyable. Donc, on peut sélectionner des hôtels qui sont accessibles en bateau. C'est super sympa. On arrive directement sur le ponton. Quelqu'un va chercher nos valises qui ont des jolies vues. Et il va en avoir là aussi pour toutes les bourses, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ici, il s'agit d'un petit coup de cœur qu'on a visité la semaine dernière à nouveau et qui s'appelle l'hôtel Anzan, qui offre uniquement 4 chambres avec une vue comme ça, imprenable sur le lac. La troisième région, qui occupe presque, comme vous pouvez voir sur la carte à gauche, la moitié, disons un bon tiers du pays, c'est le Petén, les basses terres du Petén. Donc là, on rentre dans la forêt tropicale. Sur les 2 premières étapes, on est à 1500-1600 mètres d'altitude. Là, c'est la forêt tropicale, la jungle, les sites mayas, une ambiance un peu mystique avec des sites qui ont différentes personnalités et on va pouvoir personnaliser les visites à l'infini. Au niveau des visites, évidemment, Tikal, c'est le site emblématique. Alors nous, il y a une visite qu'on aime particulièrement à Tikal, c'est de dormir la veille dans la jungle, dans un hôtel, au cœur de la réserve tropicale. On se fait réveiller par les singes hurleurs dans la nuit, etc. Et de visiter le site au lever du soleil. Ce n'est pas forcément pour voir un beau lever du jour avec la photo avec le soleil, mais c'est pour l'éveil de la jungle. Ça peut se faire au coucher du soleil également. C'est les moments de la journée où il fait moins chaud, où les animaux vont être le plus actifs. Donc, quand on dit que la visite du site maya est intéressante en soi, oui, mais il y a toujours quelque chose derrière, un prétexte pour voir les animaux. Ici, les toucans, les animaux, les singes hurleurs, les singes araignées, des fourmiliers parfois. Donc, ça va être une des façons de découvrir Tikal. Il y a plein d'autres sites que je ne vais pas tous citer, mais notamment Yaxra, Aguateca, El Ceibal, qui peuvent se visiter en bateau, à pied, en trek, pas encore en vélo. Il faudrait peut-être qu'on le développe, d'ailleurs, je me rends compte en le disant ici. D'autres types d'activités, il y a la baignade au cratère Assoul qui est un tour super sympa qu'on offre notamment pour les familles où on va faire un petit tour en bateau avec pique-nique. On va arriver à un endroit avec de l'eau cristalline, transparente, étape baignade, détente, repos. On va avoir beaucoup d'animaux aussi au cours de la journée. Des tyroliennes, des ponts suspendus, évidemment, ça fait partie des thématiques qu'on va retrouver ici, qui peuvent être très sympas. Et un petit coup de cœur peu connu également, c'est le centre qu'on appelle Las Guacamayas, qui est un centre de recherche scientifique à la base, qui travaille notamment à la réinsertion des oiseaux guacamayas, les aras rouges.
et qui propose de recevoir des visiteurs pour des paquets, pour des modules de 3 jours de nuit ou 4 jours 3 nuits, pour aller voir comment travaillent ces scientifiques. Il y a une visite de site Maya, il y a différents tours qui peuvent également s'organiser sur place, mais ça va être un axe un petit peu différent de voir la nature et de voir la forêt tropicale dans un centre scientifique dont l'activité principale n'est pas de recevoir des voyageurs. Et au niveau de l'hôtellerie, on va en avoir également pour toutes les gammes, avec ici l'hôtel La Lancha, qui a un petit coup de cœur également, un joli coup de cœur, qui se trouve sur les rives d'un lac. Il y a beaucoup de lacs, de lagunes, donc on va pouvoir se baigner aussi quand on est dans le Petén, donc il y a eu avec Cratère à Soul. Et donc voici le style d'hébergement, là en beau 4, peut-être 5 étoiles, qu'on va pouvoir offrir dans le Petén, avec cette région-là, dans cette région-là. La dernière région, double région, dont on va parler, c'est les Caraïbes. Alors, côté Guatemala, vous voyez qu'il y a une petite enclave, un tout petit morceau de Caraïbes qu'on va appeler Rio Dulce Livingston. C'est une étape qu'on va souvent proposer sur des voyages 100% Guatemala. Livingston, c'est le chef-lieu de l'ethnie Garifuna, une population noire de descendants d'esclaves qu'on va retrouver au sud du Belize, sur cette enclave du Caraïbe du Guatemala et au nord du Honduras. Et Livingston est une ville qui est accessible qu'en bateau, avec un très joli tour en bateau. Je dis souvent le plus beau à Livingston, c'est le chemin pour y aller. C'est vraiment un tour extraordinaire. Et on va pouvoir passer également quelques jours à Rio Dulce dans une ambiance de marina. Il y a beaucoup de voiliers qui viennent jeter l'ancre, etc. Ce n'est pas là qu'on va trouver les plus belles plages. Pour une fin de séjour vraiment où le balnéaire va être important, ou pour les plongeurs, des amateurs de snorkeling, on va se diriger plus vers le nord avec le Belize, qui possède également des belles choses dans les terres, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la côte Caraïbe, qui offre 250 km de côte Caraïbe, 450 petites îles qu'on appelle les Keys, comme Key Colker, Amber Risky, où il va y avoir une multitude d'extensions balnéaires qu'on va pouvoir faire. Donc, côté activité, il va y avoir tout ce qui tourne autour de la culture Garifuna, à Livingston notamment, ou dans certaines villes du Belize, pas partout. Donc, on peut aussi faire des ateliers de cuisine, des rencontres. Ça va être une culture vraiment différente. La gastronomie, par exemple, est à base de fruits de mer et de lait de coco. C'est excellent et ça change un petit peu. C'est vraiment un axe différent du voyage qu'on a vu jusqu'alors. Il va avoir évidemment tout ce qui est par rapport à la mer et à cette fameuse barrière de corail. C'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Elle est si bien préservée au Belize qu'elle a été retirée des espèces en danger. Elle se régénère, elle revit. Donc, il va y avoir énormément de tours snorkeling, de tours plongée. Les Béliséens sont extrêmes sur tout ce qui est préservation de l'environnement et ça porte ses fruits. Et il va avoir ce fameux Blue Hole que vous voyez en haut à gauche, qui est un des sites emblématiques du Belize, que l'on peut observer lors d'un survol en avionnette, lors d'un tour en snorkeling plongé, en bateau, qui est assez éloigné de la côte et qui est, je pense, le site le plus emblématique du Belize, dont on entend le plus souvent parler. Sur la gastronomie, là on voit la langouste en bas à gauche qui donne envie, qui est une des spécialités du coin. Alors là, sur l'hôtellerie, il y en a pour toutes les gammes également, il y en a pour tous les styles. À Livingston et à Rio Dulce, côté Guatemala, le tourisme est moins développé, donc il y a moins de choix. Au Belize, on va plutôt se tourner quand même vers un tourisme haut de gamme. Les prix moyens au Belize sont plus élevés qu'au Guatemala. On dit souvent qu'un 3 étoiles au Belize va coûter le prix d'un bon 4, voire un 5 étoiles au Guatemala. Mais il y a quand même une large gamme en considérant un budget un peu supérieur. Ici, c'est un petit coup de cœur qui s'appelle Tobacco Key. Ce serait plutôt un 2 étoiles, un petit peu roots avec des petites cabagnas toutes simples qui donnent directement sur l'eau. On peut sauter depuis sa terrasse dans l'eau pour faire du snorkeling. Les cabagnas, l'électricité se coupe le soir. Il y a un ventilo, un hamac, un lit et 2 chaises. C'est le luxe de la simplicité et c'est l'environnement vraiment qui est 5 étoiles. Mais on va avoir différents concepts et des hôtels plus charmants, avec plus de confort, je voudrais dire plutôt, côté côte, dans plusieurs styles. Voici pour les grandes régions. Et puis pour terminer, on va regarder ce qui pourrait être un itinéraire type. Alors pour rebondir un petit peu sur les différentes thématiques qu'on évoquait, j'ai pris un combiné avec le Belize, à savoir qu'en moyenne, une demande sur 3 que l'on reçoit est pour un voyage combinant Guatemala et Belize. Donc, c'est quelque chose qui nous est très fréquemment demandé. En termes de confirmation, c'est un petit peu moins,
On va plutôt s'approcher du 1/6, 1/7. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de difficulté logistique parfois avec l'aérien, parce que les prix sont un petit peu plus élevés niveau Belize, et parce que parfois, en discutant avec les voyageurs, on va trouver d'autres solutions, comme la côte pacifique Guatemala, qui est moins réputée, mais qui peut être une alternative, comme un séjour avec un peu plus d'authenticité, un peu moins de plage vers Rio Dulce et Livingston. Donc voilà, mais le Belize est quelque chose dont on entend tout le temps parler quand on est ici, qui est très important. Sur cet exemple d'itinéraire, on va arriver évidemment le jour 1 à Guatemala City, avec cette photo de Chicken Bus, ces fameux bus qui sillonnent le Guatemala. Le jour 2, nous proposons de nous rendre au lac Atitlan en visitant en cours de route le marché de Chichicastenango. Le marché ne se tient que les jeudis et dimanches. Quand on arrive le samedi, ce qui est souvent le cas, c'est idéal de commencer comme ça le voyage. Donc là, marché authentique, coloré, un des marchés les plus emblématiques d'Amérique latine, et sur lequel aussi on va pouvoir développer du contenu différenciant vraiment, avec des guides sur place. La maman chamane est basée à Chichicastenango, celle dont je vous parlais juste avant, et des ateliers cuisine. On va aussi travailler avec une personne qui a un projet qui montre ce qu'était la gastronomie préhispanique avant l'arrivée des colons. C'est tout un sujet presque plus d'études qu'autre chose. Pour arriver donc au lac Atitlan, on propose quand même régulièrement d'avoir 2 jours sur place. Une journée de visite des villages et parfois une journée de rando ou tout simplement une journée de repos pour profiter. Ici, c'est une photo de clients, de voyageurs au mois de décembre dernier, je crois, qui sont en petit-déj sur le ponton dans des jolies conditions face au volcan du lac. Mais en général, privilégier un minimum de nuits sur place pour vraiment s'inspirer du lieu, notamment si on veut dormir sur un hôtel accessible en bateau. Le retour se fait ensuite sur Antigua, la jolie ville coloniale où nous sommes basés. On va très régulièrement proposer un volcan, même si ce n'est pas des voyageurs très aventure. En tout cas, le volcan Pacaya est facile d'accès. C'est une rando de 3 heures de marche en tout, 1h30 de montée, 1h30 maximum de descente, 400 mètres de dénivelé, accessible à tous. Et après, on va personnaliser les aventures en fonction des envies et du niveau des participants. Ici, on a donc la remontée vers Koban, qui est une région productrice de café. C'est une thématique qu'on va beaucoup développer dans la région, avec ici la visite d'une coopérative de petits producteurs pour connecter le lendemain avec le site de Semuc Champey, qui est un site naturel très reculé, difficile d'accès, pas forcément facile à inclure sur tous les itinéraires. Il faut accepter d'avoir 5 heures de route dans la journée sur 1 ou 2 jours de suite pour y aller. Mais on dit souvent que c'est un site qui se mérite et quand on est sur place, c'est assez fantastique. En remontant, on va proposer sur cet exemple la visite d'un site Maya hors sentier battu, accessible uniquement en bateau, en pirogue. On voit ici les bateaux sur lesquels on va partir, 1 heure de bateau pour accéder au site Maya d'Aguateca, faire la visite et revenir en bateau, avant de remonter vers Flores. Flores, qui est le centre névralgique du Petén, en général, là où les voyageurs restent pour dormir, pour explorer les alentours. Et ici, sur cet exemple, le cratère Azul, journée famille, journée active, baignade, pique-nique sympa, où notre pilote de bateau prête toujours une GoPro aux clients pour qu'ils puissent se prendre des photos sous l'eau. On leur envoie ensuite par WhatsApp durant le voyage. Et évidemment, la visite du Tikal. C'est quand même rare qu'on organise un voyage au Guatemala sans avoir ce site qui est le site emblématique du monde Maya. Ici, une extension balnéaire avec le trajet vers Quicolqueur, donc le transfert par la route, puis un trajet en bateau-taxi pour rejoindre l'une des îles que l'on aime bien offrir aux voyageurs. Il y a 2 îles principales qui sont Quicolqueur et Amberesqui, San Pedro. Il va y avoir d'autres hébergements disponibles au sud, mais lorsqu'on a 2-3 nuits ou 3-4 nuits de balnéaire, c'est pas mal de se centrer sur ces îles-là qui sont proches de l'aéroport. Et lorsqu'on est au Belize à la plage, on va quand même faire un petit tour snorkeling, qui est une des spécialités du coin. Ici, Olchan, un des endroits les plus réputés. On va pouvoir voir des raies, des requins nourrices, une multitude de poissons tropicaux multicolores. Et pourquoi pas, avant le départ, s'organiser un petit plaisir avec un tour, un survol du Blue Hole qui se fait en avionnette. Ou alors, si on est plongeur, ça peut être une très belle journée de l'organiser en bateau.
À noter qu'ici, pour un voyage 100% Guatemala, ce qu'on pourrait dire le classique, qu'on va toujours chercher à personnaliser bien évidemment, serait depuis Flores, au lieu d'aller vers le Belize, de redescendre vers Rio Dulce et Livingstone, dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'enclave caraïbe du Guatemala, avant de revenir vers le centre Guatemala City pour prendre son vol international, avec possibilité de faire une petite étape au Honduras, à Copan, à la frontière. Mais là, je m'avance peut-être un petit peu, ce sera l'occasion d'un autre appel. Voilà, en termes de circuit type, et donc vous trouvez ici nos contacts avec notre petite famille guatémaltèque, Mila La Chapina qui est née ici, Fernanda et moi, Mathilde et Estelle. On est à votre disposition pour prolonger ces discussions et pourquoi pas vous envoyer quelques exemples de circuits personnalisés à discuter. Martin, c'est à toi. Merci Tristan et félicitations parce que c'était ton premier webinaire. Oui, je crois. C'était très captivant. Tu étais très très à l'aise. C'était vraiment bien. Cool, merci. Merci beaucoup. Et bien, c'est l'heure des questions. Je suis sûr que vous en avez. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole directement avec votre micro, soit en l'écrivant dans le chat. Alors, peut-être pendant que les premières questions se préparent, je sais que les participants sont timides au départ, mais la question la plus fréquente qu'on nous propose, et je l'avance peut-être pour vous, c'est sur l'aérien. Comment ça se passe? Donc, non, il n'y a pas de vol direct pour le Guatemala depuis la France, malheureusement. Donc, il va y avoir plusieurs solutions. La solution classique numéro 1, c'est avec Iberia via Madrid. Des vols Paris-Guatemala, Paris-Madrid-Guatemala, Genève-Madrid-Guatemala, et ainsi de suite. Il va y avoir 3-4 vols par semaine. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'on fait une recherche de vol, à regarder à plus un jour, moins un jour, pour voir si on a les bonnes connexions. Et idem pour le retour. Air France va proposer également de très bonnes connexions via l'Amérique centrale, via Panama City notamment, parfois via San José également. Ça peut être Paris, Panama, Panama, Guatemala, et au retour, pourquoi pas, Guatemala, San José, Paris. C'est une des solutions. Et enfin, il y a, sur les comparateurs de vol, parfois avec Air France aussi, selon les jours de recherche, plein de connexions via les États-Unis, qui sont des vols en général un petit peu plus économiques également, et qui peuvent être intéressants de comparer. Ça, c'était pour l'aérien Guatemala. Je me permets de continuer rapidement pour le Belize, parce que c'est la question la plus fréquente également. Quand on fait un combiné Guatemala-Belize, comment ça se passe? Le mieux, c'est de programmer une arrivée à Guatemala City, bien évidemment, et le vol retour depuis Belize City. Et là, il n'y a pas de solution miracle. Quand on va aller au Belize, ça se mérite également un petit peu. Les vols retour depuis Belize sont toujours un petit peu plus longs et un petit peu plus chers, parfois avec une escale en plus. Et là, ça va être qu'avec une escale via les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives. Par exemple, un Belize-Atlanta, Atlanta-Paris, des connexions de ce type. Il y a possibilité, on nous le demande régulièrement, de prendre un vol Belize-Guatemala, de dormir à Guatemala City et de repartir le lendemain. C'est possible, mais ce n'est pas toujours la solution la plus économique parce que le vol Belize-Guatemala coûte environ $300 ou 300 €. Voilà, peu de choses près. Donc voici pour le petit point sur l'aérien qui allait sans doute ressortir dans les questions. J'essaie de me taire et j'écoute le reste. Une question de Julien. Actuellement, on peut faire des combinés également Honduras et Salvador avec des guides francophones. Oui, tout à fait. Alors, l'avantage des pays cités, Honduras, Salvador et même Nicaragua, c'est qu'on partage un même visa. Et du coup, tous nos chauffeurs, tous nos guides ont la possibilité de se rendre, de conduire, de guider, sauf sur certains sites où il faut prendre un guide local, au Honduras, au Salvador notamment. Donc, c'est très facile à organiser. Depuis Antigua, on est à 4h, 4h30 de la première étape sympa au Salvador, qui va être dans le nord du pays, la route des fleurs. On est à 5h, 5h30 de Copan, Honduras, qui est vraiment un des 3 sites emblématiques du monde maya. Et donc, c'est des combinés faciles à organiser au niveau logistique et qui vont permettre d'offrir, soit d'élargir un peu la vision du monde maya, soit de donner un autre aspect, avec la route des fleurs plus coloniale au Salvador, des extensions balnéaires côté Pacifique au Salvador aussi, avec des belles plages pour les surfeurs notamment,
et des voyages qu'on aurait à développer côté Honduras, qu'on a aujourd'hui assez peu développé. Pour le moment, on s'est concentré sur le nord du pays avec le monde Maya, notamment le site de Copan. Ok. Et Constance te demande, qu'est-ce que tu proposes comme itinéraire lorsque vous faites un combiné Mexique-Guatemala? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si les voyageurs ont le temps, évidemment, on va pousser à faire des voyages un petit peu plus longs, mais en prenant son temps. Je disais tout à l'heure que le Mexique est presque 20 fois plus grand que le Guatemala. C'est donc un grand voyage en distance. Donc, si on peut faire en sorte que si les voyageurs peuvent avoir 3 semaines à consacrer à un combiné de ce type, ce ne serait pas de trop. Dans ce cas-là, l'idéal, c'est le combiné le plus complet, c'est départ de Mexico City, descente du Mexique en rentrant par le Guatemala, découverte du Guatemala et remontée progressivement sur la péninsule du Yucatan par Cancún. Pour ce type de voyage, 15 jours, c'est un peu au pas de course, donc on va favoriser un petit peu plus. Les voyages les plus souvent demandés étant quand même d'une quinzaine de jours, là, ce qu'on va conseiller, c'est plutôt de commencer à Guatemala pour finir à Cancún, qui dispose d'excellentes connexions aériennes, où on peut finir par un petit peu de balnéaire également. Ça permet de visiter le Yucatan, le Chiapas. Pourquoi pas l'inverse, selon les intérêts des voyageurs. Et enfin, il est très facile d'offrir un petit module Guatemala lors d'un voyage au Mexique, lorsque les voyageurs vont dans le Chiapas, lorsqu'ils sont à Palenque, à San Cristobal. Là, on peut organiser 2-3 jours, 3-4 jours, dans le Petén uniquement, pour visiter Tikal, notamment, qui vient compléter souvent le panorama du monde Maya. Ok. Donc, Adelin propose que vous fassiez un webinaire Monde Maya. Ouais, on en parlait hier, ce serait une riche idée parce qu'il y aurait matière à discuter également, vraiment en termes de contenu, d'itinéraire, de logistique. Il y a des passages frontières qui se font en bateau, en pirogue, c'est rigolo, c'est l'aventure, on va dormir dans des cabanes dans la jungle. Et il y a d'autres routes qui sont plus classiques et qui permettent de rejoindre les 2 pays en quelques heures pour des voyageurs qui vont chercher plus de confort et de classique. Bonjour Adelin, ceux qui ne savent pas, Adelin gère Terra Maya au Mexique. Corinne, qui nous a rejoint un petit peu en retard, nous demande si tu en as parlé tout à l'heure, des autotours s'organisent facilement. Alors non, mais c'est important, donc on peut revenir dessus. On va préférer ne pas proposer d'autotour au Guatemala. Donc pour 3 principales raisons: état des routes, sécurité et le fait que les routes, il y a besoin d'une connaissance terrain pour voyager au Guatemala dès qu'on veut faire un petit peu de sentier battu, d'autant plus. Donc on va vraiment favoriser le transport privé avec des chauffeurs qui connaissent la destination et qui connaissent les routes à utiliser. Au Belize, ce serait plus facile au niveau logistique, mais comme souvent les voyageurs vont sur les îles, qui ont des grands avantages du Belize, et font beaucoup de tours en bateau, de déplacements en bateau, ça n'a pas énormément de sens de proposer ça. Par contre, en alternative au transport privé, on peut proposer des voyages avec des navettes collectives qu'on appelle les shuttles, notamment qui relient les principaux points du pays, qui sont plus économiques et qui vont permettre tout de même d'avoir une formule semi-liberté où on va passer 3 jours à Antigua, on va prendre un shuttle, on va passer 3 jours au lac Atitlan sans avoir un chauffeur, en faisant des tours en bateau, des excursions et ainsi de suite. Et on nous demande, Mister Brest, est-ce que ce sont des guides francophones avec des chauffeurs, donc non francophones, ou est-ce que vous avez des chauffeurs guides francophones? Alors, Mister Brest, c'est peut-être Marion. Oui, pardon. On dispose d'un excellent réseau de guides franco aux étapes sur vraiment la plupart des points. Si on fait vraiment de leur sentier battu, on va avoir parfois de l'anglophone. Et on peut disposer également de chauffeurs guides francophones. Par contre, ils sont peu nombreux. Donc là, notre conseil, c'est d'anticiper. Voilà. Si c'est d'un mois sur l'autre, ce sera difficile à organiser. Si c'est en ce moment pour un dossier au mois de novembre, c'est tout à fait possible. Et juste considérer qu'on est un petit peu plus long en général, il faut compter 24 heures de plus pour avoir la cotation, parce qu'il faut toujours rentrer en contact avec lui pour vérifier les dispos. C'est un peu moins automatique qu'avec le chauffeur hispano. D'accord. Voilà. Donc, Madame Brest
Ouais. Au Belize, petite parenthèse, pas de guide franco, malheureusement. On adorerait en disposer, mais les visites vont plutôt se faire souvent petits groupes, possibilité de les privatiser, mais en anglophone. Le Belize est un pays anglophone et non hispanophone, c'est le seul pays d'Amérique centrale dans ce cas-là. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Tristan? Ma foi, s'il n'y a pas d'autres questions, je suis en train de réfléchir. Moi, je pense avoir fait un petit peu le tour de mon côté. Je sais que les volcans posent souvent question, niveau technique, niveau difficulté. Pour résumer, vraiment, des volcans pour tous les niveaux et selon l'âge et la condition physique des participants, on va pouvoir proposer différents types d'excursions. Il y a 3 volcans actifs au Guatemala où on peut voir l'activité du volcan. Pour la lave, c'est quand même principalement le volcan Acatenango qui est extraordinaire et qui est une excursion qu'on va organiser de différentes formes, mais plutôt en mode tout confort, à savoir, premier point, que le campement est déjà monté quand on arrive au camp de base. Donc, on ne porte que ses affaires personnelles et ses repas. Il y a déjà des tentes avec des vrais matelas de lit. Ce pas des king size, hein, mais quand même, quand on est à 3700 mètres, on est content d'avoir un vrai matelas et pas un petit tapis de yoga pour dormir. Donc voilà, et puis on a même développé récemment le concept glamping au volcan Acatenango. Pas encore eu la chance d'aller le tester, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Ok. Et pour justement ce type de visite, est-ce qu'il y a un âge, un niveau requis et un matériel nécessaire? Alors, niveau matos, question très régulière, considérer toujours une bonne paire de chaussures de rando, mais même si on a une bonne paire de baskets, ça peut le faire. D'avoir un sac qui permette d'embarquer des choses. Évidemment, on ne va pas monter le volcan avec sa grosse valise et il vaut mieux ramener un sac adapté. Mais pour le reste, tout se fait bien sur place. Nos prestats vont prêter ou louer à un prix dérisoire, je crois que c'est 50 centimes d'euros, les objets qui vont pouvoir manquer aux voyageurs, notamment tout ce qui est équipement pour le froid. Donc, pas besoin de venir avec sa grosse doudoune, ses gants et son bonnet qui ne serviraient que sur le volcan. On en aura besoin, mais tout ça, on peut les prendre sur place. Et par rapport à l'âge, le volcan Acatenango, on va peut-être dire, si c'est des enfants actifs à partir de 8-10 ans, je dirais peut-être plutôt 10-12. Et le volcan Pacaya, qui est facile, on y était avec ma petite de 2 ans et demi il y a 10 jours. Et, elle n'a pas fait à pied, mais à cheval, ça se fait quand même. Et à pied, je pense qu'à partir de 6 ans, on peut faire l'excursion en motivant l'enfant à monter le volcan. Et pas d'âge limite, vraiment. Le volcan Pacaya, on l'a déjà organisé pour des voyageurs de 75 ans, voire plus, je pense. Et le volcan Acatenango, donc le difficile avec le campement, etc. On a un voyageur de 65 ans qui allait y passer 3 jours de nuit il y a 1 mois, alors que normalement, le classique, c'est d'y rester une seule nuit. Lui, c'était un voyage sur la lave, il voulait faire les volcans actifs, il avait évidemment une bonne condition physique, mais comme quoi, il n'y a pas de limite d'âge. Je pense que ce monsieur avait 64 ans et il est resté 3 jours de nuit sur le volcan Acatenango. Et Janine nous demande à 3700 mètres comment ça se passe pour la respiration, mais j'imagine que l'ascension est de toute façon alors, liée assez il lent. faut avoir une bonne condition physique, effectivement. Pour rappel, Antigua étant déjà à 1600 mètres d'altitude, finalement, dès qu'on arrive à 1500-2000 mètres, le corps commence à s'habituer un petit peu et on passe généralement plusieurs jours. On n'attaque pas dès le jour 1, tambour battant le premier volcan. Donc déjà, notre corps s'habitue un petit peu et on ne part pas de 0 vers 4000 mètres. On part de 1500 mètres à Antigua, 2000 mètres le point de départ de la rando pour atteindre le volcan. À 3700 mètres, je ne crois pas que ça se fasse déjà beaucoup sentir au niveau de la respiration. On a le souffle un petit peu plus court, c'est sûr, mais on nous a assez peu remonté de problèmes de mal de l'altitude, etc. Par contre, on peut avoir l'extension, parce que là, c'est le camp de base. Le lendemain matin, on peut monter, c'est optionnel au sommet, qui lui est à 4000 mètres, 3976. Et là, effectivement, on sent que ça tire sur le souffle. En tout cas, c'était mon ressenti à moi. Et souvent, les voyageurs qui viennent pour le spectacle et qui ne sont pas les fanats d'aventure de trekking vont passer la nuit au campement et vont être ravis d'y prendre le petit déjeuner le lendemain sans avoir allé au sommet. C'est vraiment optionnel. D'accord. Et Fabienne demande si on peut faire une randonnée sur 8 jours, un itinéraire avec une randonnée sur 8 jours. Oui, à fond, il y a vraiment du contenu.
Donc, soit enchaîner plusieurs volcans et plusieurs activités, un petit peu comme le Pacaya, l'Acatenango, mais là, ça va plutôt être une randonnée avec toujours un point de retour à un hôtel et on repart pour une autre excursion. Soit pour une vraie et belle randonnée au long cours, on va avoir d'autres endroits où là, on va sortir un petit peu des sentiers battus du Guatemala et des 3 étapes dont je vous parlais. On a une jolie rando qui va de Quetzaltenango au lac Atitlan en 3 jours. Et après, on a des randos de 3, 5, 7, 10 jours qui peuvent se faire sur les hauts plateaux de Huehuetenango, vers Todos Santos, la zone Ixil, qui est la zone la moins développée du tourisme et du coup aussi la plus authentique. Et niveau rencontres et paysages, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On le propose en général malheureusement pas assez souvent, les voyageurs cherchant plutôt des randos de 2-3 jours, mais on adorerait développer ce type de concept. On a déjà les itinéraires, les prestats, etc. Super. Et Stéphane nous demande s'il est facile de combiner Mexique et Belize. Mexique et Belize également, oui, très facile. On ne peut pas le combiner en autotour. Je sais que la péninsule du Yucatan, c'est un classique de l'offrir en autotour, en voiture de loc. Là, la voiture ne peut pas passer la frontière pour des raisons d'assureur ou de loueur. Mais on est bien organisé. Il y a le point de passage qui est à côté de Chetumal, vers Bacalar, donc au sud de la péninsule du Yucatan. On est à 3-4 heures de Belize City et on va pouvoir y proposer des extensions. En général, on va proposer 1 ou 2 sites Maya. Ça va dépendre de ce qu'ils ont fait côté Mexique également. Un peu d'immersion nature, parce que c'est quand même la grosse spécialité du Belize. On a parlé de la barrière de corail, mais il y a vraiment les réserves à l'intérieur des terres avec les oiseaux, les félins, etc., où ça va être le paradis pour les amoureux de la nature. Et quelques jours sur les îles, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc, je conseille à partir de 4 jours sur place minimum quand même pour en profiter un peu. Et puis, si c'est 5 à 7 jours, c'est également très adapté. OK. Merci pour toutes vos questions. On reste encore une petite minute, attendre s'il y a de dernières questions qui pourraient arriver. Et Tristan, félicitations pour ce premier webinaire. Merci, avec plaisir. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je connais pas mal de participants qui étaient présents. Je regarderai également un peu la liste pour envoyer un petit mail de contact à tous. Vous avez évidemment mon contact sur la présentation et qui, je pense, sera relayé par Martin ou par Together. Vous avez accès sur la base de données Together également. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit pour prolonger un peu cette discussion, soit pour avoir quelques exemples de circuits types pour pouvoir échanger. Et le but, ce serait de personnaliser 1 ou 2 circuits. Je dis souvent qu'on n'a jamais offert ou qu'on n'offre jamais 2 fois de suite le même voyage. Et si on le fait, c'est qu'on n'a pas compris qui est le voyageur. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu pour qu'on vous propose un circuit adapté par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à votre clientèle, par rapport à ce qui vous attire au Guatemala. Ce serait vraiment un plaisir de vous envoyer 2-3 exemples d'abord type éventuellement pour les personnaliser ensemble. Et moi, je vous transmets par mail en cette fin de journée le replay avec le contact de Tristan également. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et à revoir cette présentation sur le Guatemala. Merci à tous. Merci Martin, merci à tous d'avoir été présents. À bientôt, j'espère, au Guatemala ou ailleurs.